Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau webinaire. Je suis Fabien Barois, Chief Marketing Officer chez Vecchia. Aujourd'hui, je suis accompagné de Frédéric Rickman, qui est Solution Architect chez Bonjour à Vecchia. tous. Salut Fred. Et accompagné aussi de Johan Robet, qui est Customer Success Manager chez Vecchia. Salut Johan. Salut à tous, salut Fabien. Et aujourd'hui, du coup, vaste sujet qui sera abordé sur la data et la supply chain avec les nouveaux champs du possible. Et c'est Frédéric qui va commencer par prendre la parole pour notamment aborder un peu les changements de paradigme qu'on peut observer dans le monde de la supply avec la donnée. Frédéric, je te passe la main pour lancer ce webinaire. Merci Fabien. Et puis bonjour à tous à nouveau et bienvenue sur cet échange. Le changement de paradigme grâce à la donnée, finalement, comment on souhaitait vous évoquer ce sujet-là? De manière assez simple. Déjà partir du constat sur ce qu'on voit nous en tant que fournisseur de solutions auprès de nos prospects, auprès de nos clients et qu'est-ce qu'on voit finalement en termes de difficultés qu'ils ont affrontées au quotidien. Alors, c'est des choses qui vont parler finalement, je pense, à tout le monde. Aujourd'hui, la supply chain, les problématiques de la supply chain, elles sont souvent autour du besoin de souplesse. On a besoin d'être hyper réactif, hyper souple par rapport au changement de tendance de consommation, par rapport à de l'événement. On a besoin également d'être prêt à modifier le rythme de l'activité au regard finalement des réseaux qui peuvent s'agrandir ou se comprimer, d'une activité qui peut également varier dans le temps. On peut aussi avoir besoin d'affronter des problématiques de croissance fortes quand on veut tout simplement agréger des filiales à des groupes existants. Ça, c'est des problématiques qu'on rencontre très souvent. Donc, cette problématique de souplesse, ça fait vraiment partie des enjeux sur lesquels la supply chain aujourd'hui a besoin de se renforcer. De la même manière, ce qu'on voit, c'est dans ces réseaux qui se densifient, il y a nécessairement besoin d'obtenir plus de visibilité, plus de partage dans la manière dont on conduit l'approvisionnement. Et un exemple très simple, dans une même société, on peut avoir, dans certains cas, et c'est des choses qu'on a rencontrées, on peut avoir des équipes supply chain qui ne parlent que très peu avec les équipes marketing, et pourtant, les activités de ces deux équipes-là sont étroitement liées. Donc, on s'aperçoit que ça existe, cette problématique de visibilité, de partage d'informations et de stratégie, elle existe en interne, elle existe aussi en externe, parce qu'à un moment donné, bien s'approvisionner auprès de ses fournisseurs, ça nécessite aussi une relation qui soit fluide et qui permette de partager de la visibilité, de se donner des échéances, de se donner finalement de l'anticipation. Et cette problématique de visibilité, de partage fait aussi partie des défis d'aujourd'hui. Globalement, on est sur des problématiques qui font que la supply chain aujourd'hui doit passer d'un stade de centre opérationnel plutôt vu comme un centre de coût à un centre qui va rapporter finalement de nouveaux leviers d'activité ou de croissance pour l'entreprise, ou au moins de pérennité pour l'entreprise. Les difficultés qui existent aussi pour réussir à affronter ces problématiques-là, elles résident dans la manière dont sont organisés les approvisionnements et les supply chains aujourd'hui. Ça repose souvent sur de l'outillage qui est relativement simple, basé peut-être sur de la statistique, basé peut-être sur des outils qui sont eux-mêmes par nature assez simples, du fichier Excel ou des outils qui sont utilisés de manière assez locale. Et ça repose également sur finalement des compétences qui sont très localisées sur des individus. Donc ça peut être des équipes d'approvisionnement qui ont une vraie compétence pour mener finalement la manière dont l'approvisionnement se déroule. Mais le jour où elles sont absentes, où elles sont malades, on a des difficultés finalement à opérer la supply chain de manière efficiente. Et ça, l'ensemble de ces difficultés-là, l'ensemble de ces caractéristiques-là, elles existent de manière continue et on les voit de plus en plus, notamment aujourd'hui dans le contexte Covid. Ça, c'est une période qui accentue finalement ces difficultés parce que aujourd'hui, dans la période actuelle, on doit prendre en plus le critère d'incertitude qui existe. Est-ce que mes fournisseurs vont être capables de m'aider à redémarrer? Est-ce qu'ils vont être capables de me fournir la marchandise au bon endroit, au bon moment par rapport à mes besoins? Quels sont ces besoins? Est-ce que je suis en mesure de les estimer correctement?
quels sont les différents scénarios que j'ai besoin d'établir. Aujourd'hui, c'est compliqué de réaliser ça, et d'autant plus avec des équipes qui sont partiellement absentes, voire plus opérationnelles ou plus dotées en termes d'outils par rapport à ces problématiques-là. Donc nous, quand on regarde l'ensemble de ce scope, de ce périmètre, on se dit il y a vraiment des choses à faire pour affronter et remporter ces enjeux avec une approche moderne de l'approvisionnement, en y intégrant une base vraiment qui utilise la donnée et qui change finalement d'approche. Et c'est, je pense, Johan, là-dessus, tu peux nous dire quelques mots sur ce changement de paradigme, finalement, comment il peut s'opérer, enfin, à quoi il peut ressembler. Oui, tout à fait, Fred. J'aime vraiment beaucoup cette expression changement de paradigme, parce que ça veut dire que fondamentalement, on est en train de vivre un changement profond des règles du jeu. Il y a vraiment un avant et un après. La situation qu'on connaissait jusqu'à maintenant, elle est assez simple. Elle se définit, on va dire, pour faire simple, par une très faible exploitabilité de la donnée et de l'information. Souvent, l'information qu'on souhaiterait avoir, elle n'existe pas. Elle n'a pas été mesurée, elle n'a pas été historisée. Si elle existe, elle n'est pas nécessairement accessible. On la retrouve disséminée dans une foultitude de fichiers Excel, de systèmes divers et variés, parfois même dans des mails, par-ci, par-là dans l'entreprise. Donc cette information, elle n'est pas centralisée, on ne peut pas l'exploiter de façon rigoureuse, systématique, quotidienne. Dans les cas où elle est centralisée, beaucoup d'informations, malheureusement, sont parfois inexploitables parce qu'elles ne sont pas en qualité. Elles sont obsolètes, pas à jour, incomplètes, trop agrégées. Donc, on peut même parfois dégrader les performances d'une certaine façon si on cherche à exploiter ces données-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à la fin ? Il nous reste un corpus de données minimal, rudimentaire, des ventes, des consos, des commandes, des stocks, bien évidemment, quelques attributs pour décrire les sites ou les produits, quelques contraintes, mais c'est tout. Tout le reste de l'information, elle est immatérielle et elle est uniquement dans la tête des individus, des professionnels. Et malheureusement, ou plutôt heureusement d'ailleurs, on n'est pas encore capable de lire dans les esprits. Donc toute cette information qui est dans les têtes, elle n'est pas utilisable par les traitements qui sont là pour aider dans la prise de décision. Par exemple, lorsque un système propose des approvisionnements pour un site, il n'est pas au courant que la rue elle est en travaux, qu'un concurrent vient d'ouvrir 2 rues derrière, que la boutique elle vient d'être stylée, tout ça il le sait pas. Ou dans un contexte B2B, il sait pas que tel ou tel projet ou chantier client a été repoussé, ou qu'il y a eu un événement climatique, une inondation qui a totalement ravagé un secteur et qu'il y a un gros travail de maintenance sur le réseau installé. Tout ça, c'est des informations qui sont dans les têtes des professionnels. Et malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les métiers de la supply chain se résument souvent tristement à parcourir des kilomètres et des kilomètres de fichiers Excel pour relire des propositions faites par des systèmes et les modifier. Parce que l'humain, il a des informations qui sont plus précises, plus fiables, complémentaires. On est arrivé aujourd'hui à une sorte de version Excel des temps modernes de Charlie Chaplin. On travaille à la chaîne. Mais pour reprendre un peu le slogan d'un célèbre opticien, pour dire ça c'était avant, parce que maintenant, il y a tout qui change. La donnée, maintenant, elle est vraiment au cœur des organisations. Elle est plus riche, plus précise, elle est centralisée, elle est partagée. Donc, dorénavant, elle est exploitable et elle est exploitée par les systèmes qui sont là pour proposer, qui deviennent du coup beaucoup plus performants. Et ça soulage énormément le quotidien. Parce que toutes ces tâches récurrentes exécutées à la chaîne jour après jour, elles sont automatisées. On a des exemples chez nos clients où 99%, et on n'est pas sur un chiffre de publicité mensongère, c'est vraiment un chiffre qu'on a mesuré, 99% des ordres d'appro sont totalement automatisés. Ça, généralement, le premier réflexe, c'est que ça fait peur aux professionnels. Mais en fait, non, c'est génial. Parce qu'on a libéré du temps, on a libéré de l'énergie aux équipes qui vont pouvoir maintenant s'attaquer, données en main, au domaine où l'humain est beaucoup plus performant que la machine et où il peut apporter le maximum de valeur. Et moi, c'est ça qui personnellement m'enthousiasme énormément, c'est que ces nouvelles tâches, elles sont infiniment plus intéressantes, plus riches, plus variées, plus épanouissantes que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais bon, là on commence déjà à toucher aux avantages de ce changement et c'est la deuxième partie. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Il y a bien évidemment des bénéfices qu'on peut en tirer avec certaines projections qu'on arrive à avoir, notamment sur l'utilisation de cette donnée dans la supply pour vraiment on va dire booster un peu cette performance, quoi. Fred, tu peux peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet-là. Oui, alors en fait, assez classiquement, sur ces problématiques de transformation et finalement de passage à une supply chain qui exploite au mieux la donnée, nous, on voit vraiment 2 grandes catégories de types de bénéfices et de projections qui peuvent être faites par les entreprises. Moi, je vais évoquer en particulier les bénéfices
qui vont être mesurables au niveau de l'entreprise elle-même en tant qu'entité économique qui fait du business et qui, à un moment donné, doit perdurer face à de la concurrence et dans un écosystème dynamique. La première nature de bénéfice qu'on va trouver là-dedans, c'est des choses très, très concrètes, très mesurables sur la performance de la chaîne d'approvisionnement en particulier. Puisque globalement, étant donné qu'on se met dans des démarches où la donnée permet de factualiser des événements, permet de factualiser des décisions, on se retrouve avec des décisions d'approvisionnement qui sont beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus éclairées, et qui ont un impact directement sur du niveau de stock. Donc, par exemple, des choses qui sont très concrètes, c'est que grâce à cette approche-là, on peut diminuer globalement le niveau de stock qui existe sur l'ensemble du réseau, et ça peut atteindre des proportions qui sont très importantes, 10%, 15%, 20% dans certains cas. On a des clients chez qui on a mesuré ce type de progrès-là. C'est-à-dire que d'une démarche où il y avait beaucoup de stock un petit peu partout, des excédents de stock, mais on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé et une diminution des immobilisations qui est très importante au regard finalement du stock global. Donc ça, c'est déjà le premier type d'effet concret qu'on peut avoir. Évidemment, quand on parle d'un meilleur niveau de stock, il y a l'opposé. On peut faire une lutte contre le surstock, mais on peut aussi améliorer le niveau de disponibilité. Ça se fait aussi de manière naturelle grâce aux décisions qu'on prend de manière plus éclairée grâce à la donnée. Et la lutte contre la rupture de manière assez classique, ça permet de mesurer aussi une progression du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, très concrètement, la digitalisation de l'approvisionnement permet d'avoir des résultats concrets. Globalement, c'est vraiment une démarche qui est mesurable économiquement. Ces critères-là, l'entreprise, elle va vraiment pouvoir s'en servir pour mieux investir par la suite sur d'autres sujets, mieux choisir comment elle va utiliser sa trésorerie, mieux choisir comment elle va finalement performer de manière générale. Donc ça, c'est les aspects économiques. Il y a un autre aspect aussi pour l'entreprise en tant qu'entité économique qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on a engendré cette démarche de digitalisation et finalement d'utilisation de la donnée pour un cas concret tel que la supply chain, en fait, le fait d'en faire une réussite, ça a souvent des avantages aussi pour les autres équipes, les autres services autour de l'équipe approvisionnement, parce que comme on l'a dit, on est en train de passer d'une vision où la supply chain est plutôt un centre de coût opérationnel, très opérationnel, à un service qui finalement entraîne l'entreprise dans sa performance. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'entraîner les autres équipes autour dans une démarche digitale, d'une part, mais dans une démarche d'efficacité, d'autre part. Chez certains de nos clients, le fait d'avoir digitalisé les approvisionnements, ça a permis de mieux travailler au niveau des équipes financières, parce que finalement, on a pu initier un partage des référentiels de produits, des catalogues, des relations qui sont pilotées avec les fournisseurs. Ce partage d'informations, globalement, renforce l'efficacité de l'équipe financière, l'efficacité de l'équipe opérationnelle au niveau de la supply, l'efficacité de l'équipe marketing qui, derrière, utilise aussi ces informations-là. Donc, digitaliser la supply, ça permet de gagner, mais ça permet de gagner au niveau de l'entreprise elle-même, au niveau de l'ensemble des équipes qui vont être concernées. Donc ça, c'est ce qu'on voit au niveau de l'entreprise elle-même. Après, il y a des choses qui vont concerner beaucoup plus l'homme au sein de l'entreprise. Johan, tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, Fred, tu as tout à fait raison. Il y a évidemment derrière ce changement énormément de bénéfices, de création de valeur, de performance pour l'organisation, mais il y a aussi une vraie révolution côté people, sur le quotidien des équipes. Comme on le disait tout à l'heure, le fait d'investir dans la donnée, ça va permettre en contrepartie d'automatiser, avec un excellent niveau de performance, c'est ce que tu viens d'évoquer, Fred, sur des tâches qui sont aujourd'hui chronophages. Pour faire simple, on s'offre, on s'achète du temps et de l'énergie. Et grâce à cela, on va pouvoir, le quotidien va changer, on va pouvoir analyser, mieux comprendre les comportements qu'on cherche à prévoir, c'est ça le job de la supply, prévoir. On va pouvoir mieux comprendre les comportements sur certains sites, certains produits, sur certains fournisseurs, transporteurs, etc. En fait, on quitte le mode pompier où on passe ses journées à éteindre des feux, et là, on se met en position de pilote. On anticipe, on évalue des scénarios, et tout ça basé sur des faits. Ces analyses, elles vont aussi permettre de mettre en évidence des dysfonctionnements, des périmètres où clairement on sous-performe, il y a des gisements de performance qui sont là. Et ces périmètres, soit on les connaissait déjà, mais on n'avait pas le temps de les traiter, soit on en ignorait même totalement l'existence.
Maintenant, on va pouvoir agir. On va pouvoir adapter les process, les paramétrages. On va peut-être voir à renégocier des contrats avec certains de nos fournisseurs ou nos partenaires. On peut même revoir stratégiquement le schéma directeur sur certains types de flux pour adapter les flux physiques réellement à ce qui fait sens. Et puis, il y a un élément aussi important sur lequel je voulais revenir, c'est que quand on parle d'automatisation, parfois on surévalue peut-être un peu la magie de l'intelligence. Il faut aussi casser ce mythe de la machine omnisciente et omnipotente. Aucun système, aussi intelligent soit-il, ne sera capable de traiter tous les cas possibles. Il y aura toujours des cas particuliers, des exceptions. Et donc dorénavant, on va pouvoir, au lieu de se disperser sur l'intégralité du périmètre du catalogue de produits, etc., on va pouvoir se concentrer sur des cas bien précis où les systèmes automatiques touchent leurs limites. Et là, l'humain, il apporte toute sa valeur. Il prend le relais pour apporter tout son art, l'intelligence et l'expertise humaine. Donc au final, on a des équipes qui délivrent plus de valeur, qui vont être davantage en maîtrise, ils vont prendre plus de recul, ils vont anticiper, ils vont être force de proposition. Tout ça, ça contribue à une bien meilleure qualité de vie au travail. Et puis, ça, c'est le changement au niveau individuel, mais au-delà de ça, c'est toute l'organisation qui évolue. Il y a une nouvelle culture, une culture commune qui se met en place autour de la donnée, autour de la centralisation de l'information, autour du partage, autour de l'homogénéisation des pratiques. Et on passe en fait d'une connaissance et d'un savoir-faire qui était hyper individualisé, porté par l'individu, à la limite de l'artisanat, à une démarche beaucoup plus processée et réplicable. Et aussi, par définition, le fait de centraliser, de partager de l'information, comme tu disais, Fred, ça signifie qu'on va beaucoup plus collaborer entre équipes. Ça, c'est vrai en interne, entre différentes équipes, entre différents départements, même entre différentes filiales dans les grands groupes. Mais c'est vrai aussi en externe, avec tout l'écosystème de l'entreprise. On va collaborer et être en beaucoup plus grande proximité, en fait, avec nos fournisseurs, nos clients, qui vont devenir des partenaires réellement et pas juste des fournisseurs. C'est ça. Et effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'intervention humaine, c'est un sujet qu'on a abordé dans notre dernier webinaire il y a 2 semaines autour de notamment l'impact que le Covid pouvait avoir et comment ce type de crise était pris en compte par les algorithmes en N+1 et éviter que cela soit recréé de manière automatique par les algorithmes. Et on se rend compte notamment que l'intervention humaine dans ce type de situation reste encore ultra importante et complètement indispensable, mais il y a une partie sur le Covid après, donc j'en dis pas plus. Et il y a aussi il y a des éléments qui sont assez indispensables et clés dans la réussite, et pour que ça fonctionne, il y a on part pas tous du même niveau, et donc il y a une transition qui est assurée. Fred, tu peux peut-être nous expliquer un peu certains de ces aspects qui sont importants à avoir en main? Ouais, alors quand on parle effectivement de projets où on va finalement exploiter la donnée à des fins opérationnelles ou à des fins de performance, on va vite retomber sur des schémas qui sont relativement connus aujourd'hui de l'ensemble de l'industrie du logiciel de manière générale, que ce soit pour la supply chain ou pour d'autres domaines. En fait, pour aller vers ce type de démarche basée sur la donnée, il y a des choses assez simples à faire. Premièrement, il faut identifier les données qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Johan disait tout à l'heure, on n'a parfois pas suffisamment prêté attention dans le passé au fait qu'il était important d'archiver ou d'historiser de la donnée. Donc ça, c'est une démarche qui permet justement de s'équiper pour l'avenir. Et donc, la première chose à faire, c'est savoir ce qu'on a à notre disposition. Est-ce que dans nos systèmes d'information, on a une vraie visibilité sur l'activité supply sur les mois ou les années passées? De quelles données on dispose? Quel est le niveau de qualité de cette donnée-là? Et autre question qui est importante, c'est est-ce qu'on y a accès? Parce que souvent, les équipes métiers peuvent être dépendantes d'équipes systèmes d'information ou d'équipes externalisées éventuellement qui donnent la main ou l'accès à ces données. Et la problématique d'accès peut être une vraie problématique importante dans cette démarche-là. Donc, premièrement, on identifie ce qu'on a, comment on y accède, quel est le niveau de profondeur et de qualité qui existe autour de ça. Ensuite, la démarche, elle est également tracée, c'est-à-dire que assez rapidement, on peut analyser finalement de manière très objective ce que nous disent ces données
par rapport à des problématiques de saisonnalité, par rapport à des problématiques de réaction à des événements, par rapport à des décisions humaines qui ont été prises et l'impact en termes de qualité sur la performance. Donc, il y a un certain nombre d'analyses qu'il faut réaliser à partir de ça. C'est assez important parce que ça permet réellement de prioriser ce qu'on va vouloir faire derrière. La digitalisation de la supply chain, ça peut avoir plein d'objectifs. Ça peut avoir des objectifs de performance pure sur le stock, ça peut avoir des objectifs d'augmentation du chiffre d'affaires, d'augmentation de la disponibilité, ça peut avoir des objectifs de diminution de coûts opérationnels. Il y a plein de choses à faire derrière. Donc, faut regarder, faut analyser les données qui sont disponibles au regard de ce qu'on veut en faire et donc prioriser par la suite effectivement la manière dont on va s'en servir. Une fois qu'on a une visibilité finalement sur ce dont qu'on a à notre ce qu'on a à notre disposition et les sujets sur lesquels il faut amener de l'amélioration, ça nécessite un petit effort. Il faut engager les équipes là-dessus. Mais par contre, je pense que Johan, toi, tu as quelques éléments de la secret sauce qui permettent justement de réussir ces projets-là et de faciliter l'engagement, il me semble. Tout à fait, Fred. Ce que tu viens de décrire, c'est vraiment la marche à suivre ou l'une des façons de procéder pour mettre en place ce type de projet. Ça a déjà fait ses preuves. Mais si je voulais citer mon prof de maths qui m'a rabâché ça à longueur d'années de scolarité, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Bon nombre d'organisations, en fait, aujourd'hui, elles ont suivi ces étapes que tu as décrites de façon très précise, scrupuleusement, pour au final voir la démarche totalement capotée, parfois même après avoir fait de lourds investissements. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce que du coup, on crée un précédent dans l'organisation. Toute l'organisation va associer maintenant les données, la transformation digitale, les algorithmes intelligents, l'automatisation avec l'échec. Et ensuite, il faut ramer pour changer ses a priori. Alors pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ces ingrédients secrets qui sont absolument requis? En fait, on en a détecté un certain nombre quand on a travaillé avec nos clients et puis aussi en échangeant avec des professionnels de plein de secteurs vraiment très variés, des cabinets de transformation également. Pour qu'un projet de ce type-là marche, j'ai listé 4 points. Le premier, si je prends mes anti-sèches, il faut que le projet il soit core, central, soit un projet vraiment sine qua non. Ça doit surtout pas être un test ou une approche optionnelle. Là-dessus, quand j'évoque ce point-là, j'aime bien citer, alors vous m'excuserez, mais j'aime bien citer Yoda dans Star Wars. Il dit n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Alors au-delà du clin d'œil, ça fait sourire, mais c'est exactement ça. On n'est pas sur quelque chose d'optionnel. On s'engage là-dedans et on le fait. Le deuxième point, le projet il doit être soutenu, sponsorisé officiellement. Ça doit s'inscrire dans le plan stratégique de l'entreprise. On a connu des projets comme ça qui sont tombés à l'eau parce qu'au final, c'était pas une réelle priorité pour le groupe. Même s'il y avait un ROI faramineux à la clé, c'est tombé à l'eau. Troisième point, la façon dont on initie ce type de projet, on ne peut pas l'initier avec une simple approche top-down, avec une direction qui impose quelque part cette transformation aux équipes. Ça ne marche pas. Et à l'inverse, l'approche bottom-up, où les équipes poussent pour que ça se mette en œuvre, c'est pas non plus suffisant. On a eu parmi nos clients des équipes opérationnelles ultra moteurs, ultra enthousiastes, mais qui n'ont jamais eu le soutien de leur direction pour faire avancer le projet. Donc ça a été extrêmement compliqué. Donc il faut un vrai alignement de planète au final, une vraie vision commune, partagée à tous les niveaux de l'organisation. Et puis, dernier point, on parlait tout à l'heure de culture, on ne peut pas aborder ce type de projet uniquement sous un angle technique. Il faut aussi travailler la culture d'entreprise, parce qu'il va falloir ancrer de nouveaux réflexes qui vont imposer de la rigueur, de la structure au quotidien. Si je prends un exemple, prenons le cas d'un professionnel qui pilote des stocks. Il est là pour distribuer les stocks sur différents sites. Il vient d'apprendre une nouvelle information qui l'amène à modifier largement toutes les propositions que fait le système. Par exemple, il vient d'apprendre, je ne sais pas moi, que tout à l'heure on disait un concurrent va s'installer à quelques rues de là. Donc ça va nécessairement influer sur la demande. Il y a deux options devant lui. Première option, il modifie les propositions à la main, il s'en tient là. Le problème est géré après tout, mais petit à petit, là, on va revenir aux anciens modes de fonctionnement. L'information ne circule pas, elle est dans la tête de quelques personnes, il faut tout retoucher à la main, retour des temps modernes, travail à la chaîne, mode pompier et tout team. L'autre option, c'est effectivement, il intervient parce qu'il faut bien gérer cette urgence et il intervient, il modifie les propositions faites, mais ensuite, et même en parallèle, il va venir documenter ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il explique le cas, il explique sa prise de décision, il explique quelle information il a obtenue, comment il l'a obtenue. Et ça, il va le partager avec l'organisation. Et c'est toute l'organisation qui va pouvoir faire évoluer ses process,
ses sources de données, ses règles de gestion au final, hein, pour tenir compte de ce cas-là de façon native. Bilan, dans ce second cas, grâce à vraiment une évolution dans la culture, c'est toute l'organisation qui est gagnante et qui améliore sa performance. Et ce type de situation là où soudainement on a un contexte qui change ou des informations nouvelles qui font leur apparition, de façon extrême, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment et à l'échelle mondiale avec le Covid. Et c'est ce dont on peut parler maintenant. Ouais. Oui, c'est ce que j'avais. Alors, juste si je résume, hein, c'est des process itératifs, un alignement des métiers, hein, SI et sponsor, et puis vraiment limite une nouvelle culture, quoi. Donc c'est pas simplement un truc isolé, c'est un projet d'entreprise à part entière. Et donc effectivement, je l'évoquais tout à l'heure. Dans des situations de crise comme celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en tire pendant, et puis comment on prépare l'après, quoi. Fred. Alors, il y a des éléments qu'on a déjà un peu évoqués précédemment, hein. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'organisations où les équipes sont moins disponibles, soit parce qu'elles sont souffrantes, soit parce elles n'ont pas accès à leur outil de travail, ou alors elles ont accès à moins finalement d'informations qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans des solutions qui sont basées sur la donnée, dans des approches basées sur la donnée, c'est qu'on peut favoriser l'automatisation d'un certain nombre de choses. Et on peut laisser finalement une partie de l'activité tourner sur ce mode-là, sur ce modèle-là, avec de l'automatisation et de la donnée, et permettre de continuer à piloter une activité pour laquelle on a moins de disponibilité humaine pour la traiter. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément qui est important, c'est quand on n'a pas cette possibilité d'automatiser parce que tout simplement l'activité a tellement été bouleversée que finalement les projections sont plus valables. En fait, il faut retravailler justement sur la scénarisation de l'activité, comment elle doit se comporter demain, comment elle doit se comporter dans un mois ou dans 3 mois. Et ça, on s'aperçoit que c'est quelque chose c'est un exercice qui est assez compliqué parce qu'il nécessite plein d'informations provenant de plein d'endroits différents. Donc, par exemple, savoir comment on va redémarrer, ça peut nécessiter de savoir comment nos fournisseurs vont être capables de redémarrer, comment nos transporteurs vont être capables de redémarrer. Donc, toutes ces informations-là, à un moment, elles viennent apporter de l'incertitude dans la manière dont on doit concevoir la reprise d'activité ou la réorganisation de l'activité. Si on garde ces informations, ces critères d'incertitude seulement dans les têtes des professionnels, finalement, on est capable de faire quelques projections, mais on a du mal quand même à prendre l'ensemble des données et à concevoir quelque chose qui soit efficient par rapport à ça. Dans une approche basée sur la donnée, on a beaucoup plus de capacité à intégrer toutes ces sources de données, toutes ces informations dans un système qui va être capable de les ingérer pour nous et de nous proposer un certain nombre de scénarios. Qu'est-ce qui va se passer? Ou alors quel est le niveau d'approvisionnement que je dois organiser si la consommation repart à hauteur de 30%, à hauteur de 60%, à hauteur de 90% de ce qu'elle faisait avant? Comment dois-je m'y prendre si mon fournisseur m'annonce un délai de livraison de 3 semaines et qu'il ne le respecte pas d'1 semaine, de 2 semaines, d'1 mois? Ce genre d'incertitude-là, ce genre de critères-là, en fait, aujourd'hui, il existe des systèmes qui sont capables finalement de les prendre en compte et de dire, OK, voilà le scénario nominal, celui qui est le plus favorable, voilà ce qui peut se passer dans un scénario dégradé, voilà ce qui peut se passer dans un scénario le pire, et l'élaboration de ces scénarios-là permet d'identifier finalement comment on peut réorganiser l'approvisionnement derrière. La période, ce qu'elle donne aujourd'hui également, c'est une vraie opportunité de retravailler sur ces sujets-là. Les difficultés qu'on rencontre dans le cadre de cette épidémie, il y a des entreprises qui arrivent à surmonter ces difficultés-là parce qu'elles ont déjà une organisation des process et un accès à une formalisation de la donnée qui leur permet d'être beaucoup plus rapides dans leur prise de décision. Et il y a certaines autres entreprises qui ont des difficultés parce que justement, elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Eh bien, chez VK, on estime qu'il y a une vraie occasion de travailler sur ces sujets-là et de travailler à cette réorganisation. Donc, les entreprises peuvent, au-delà de simplement penser comment réagir là immédiatement, elles peuvent en profiter pour penser comment voir plus loin l'organisation de leur supply chain pour demain.
Voilà, je pense les éléments que nous on a indiqués par rapport à cette réaction à l'épidémie actuelle. Johan, est-ce que tu veux nous donner quelques éléments sur une conclusion au-delà de tout ça, sur ce qu'on vient de dire? Bien sûr, pardon. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je pense pas prendre un risque énorme en disant qu'il n'y a aucune organisation qui se dit ah non, je suis pas d'accord, je crois absolument pas à l'approche basée sur les données, ça marchera jamais. Ça n'existe pas, personne ne dit ça. La transformation digitale des organisations et des supplies, c'est une évidence aujourd'hui pour chacun. Par contre, à l'inverse, je connais énormément d'organisations qui, bien que convaincues de la démarche, elles ont encore des questions, elles ont encore un certain nombre de freins. Est-ce que c'est vraiment applicable chez moi, dans mon contexte? Par où je commence? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que mes équipes, elles sont à des années-lumière de cette culture. Comment faire pour les faire monter en puissance, etc. Donc ça, c'est tout un tas de questions qui restent là et auxquelles il faut répondre pour pouvoir avancer. L'objectif de cet échange, c'était de remettre un peu l'église au milieu du village. On a entendu le clocher sonner il y a quelques instants. Mais ce changement de paradigme, c'est un fait. C'est pas un futur probable. C'est parmi tant d'autres. C'est vraiment quelque chose qui va se faire. Avec ou sans nous, il va se faire. Par contre, on avait vraiment à cœur, pendant cet échange, de partager quelques enseignements, quelques expériences pour essayer d'éclairer le chemin. Et puis surtout de vous rappeler que c'est possible. Et ce, peu importe le niveau de maturité duquel on part, peu importe l'état dans lequel est votre organisation aujourd'hui, qu'elle soit très avancée ou au contraire très archaïque, on a plein d'exemples et de contre-exemples qui démontrent que c'est totalement possible de s'inscrire dans ce type de démarche. Très bien. Merci messieurs. Alors pas beaucoup, voire pas du tout de questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Moi j'en profite. J'ai évoqué tout à l'heure notre dernier webinar. Et du coup, je vous balance le lien dans la partie chat qui était un webinar autour de la supply chain data driven. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller le voir sur notre chaîne YouTube. Autre chose, on a un podcast qui fait le tour de toutes les questions que se posent nos clients. Hop, je vous balance le lien aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde. Ouais, à aller. Deux questions qui sont apparues là. Ouais, très bien. Hop. Alors, je les déploie. C'est une très longue question de Maxime, a priori que c'est composé en deux parties. Alors, combien j'ai aujourd'hui de t-shirts couleur rouge dans mon magasin, non, dans mon entrepôt, dans mon camion? Comment adressez-vous le fait que cette donnée est souvent fausse? Alors, du coup, c'est Maxime qui pose une question sur les données de stock à l'article et qui soulève le fait que ce sont des données qui sont a priori souvent fausses sur la couleur, la taille, l'emplacement au magasin, dans l'entrepôt, dans le camion, etc. Et comment est-ce qu'on adresse ce sujet et contrer le fait que cette donnée soit potentiellement souvent fausse? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'on la retrouve systématiquement. C'est dès lors qu'on parle de démarche sur la donnée, on a cette question et cette remarque qui dit bah oui, mais ma donnée, elle est pas parfaite. Il y a plein d'erreurs et il y a plein de raisons légitimes ou illégitimes pour faire en sorte que le stock informatique, ce qu'on retrouve dans le RP comme indiquant qu'il y a 5 pièces en stock, et ben c'est fondamentalement faux et sur le terrain, j'ai pas 5 pièces. Je peux avoir de la démarque inconnue, je peux avoir plein de choses, des erreurs de localisation du stock, des stocks qui sont abîmés, ce qui fait que la marchandise est là, mais au final, elle n'est pas, pour le client en tout cas, elle n'est pas. Donc ça, c'est une vraie question. La façon dont on l'intègre, c'est déjà dès le départ, on part pas du principe que l'information qu'on reçoit est absolument vraie. Tout comme la prévision, on sait que quand on projette le futur, il y a une certaine incertitude autour. Bah, c'est vrai sur tous les faits, entre guillemets, qu'on intègre et qui sont existants et connus dans le système client. C'est vrai pour les stocks. La réalité, c'est qu'il y a une dispersion et une certaine volatilité autour de ce stock proposé. C'est vrai aussi dans d'autres contextes sur des lead time. Si on parle, on a dans le système un ERP qui nous dit bah, ce stock, alors c'est encore plus vrai quand on est sur du grand import, mais qui nous dit il faudra 3 semaines pour que tel stock soit livré ou plus ou moins. Dans la réalité, c'est rarement 3 semaines tout pile. Il y a des aléas qui font que le stock peut arriver un tout petit peu avant
ou plus généralement un petit peu plus tard. L'idée, c'est de modéliser cette incertitude, c'est-à-dire de ne pas prendre naïvement cette information en la considérant comme un fait, mais de venir se dire, OK, voilà l'information et voilà toute l'incertitude qui l'accompagne. Donc là, c'est un vrai travail scientifique dans cette approche-là. Et ensuite, sur la base de cette information et de l'incertitude qui l'accompagne, d'utiliser cette combinaison pour projeter quelque part des probables et se dire, qu'est-ce qui se passe si mon stock est à 5% faux, à 2% faux, à 1% faux? Qu'est-ce que ça implique sur ma prise de décision? De faire quelque part plein de scénarios possibles et d'élire au final, de scorer, de les prioriser, de les trier et de voir le scénario qui apporte le plus de valeur, celui qui va dérisquer au mieux et qui va ne pas trop m'engager, ne pas trop me sous-engager, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire à la main. C'est pas dans Excel où on va se mettre à faire 50 scénarios pour chaque couple, article, site, etc.